Patrice Louinet, qui va nous parler de Conan dans une intervention intitulée Alors Conan m'a tué, ou presque. Tué ER évidemment. Bonjour. Prenez place, ça commence. Alors au début, la conférence a été annoncée sous le titre un héros trop canonisé, ce qui était pas mal en fait. Bah, il n'y avait pas eu de titre de communiqué, Non, du coup je m'étais permis... Donc du coup, Conan m'a tué ou presque. Et en fait, je vais vous... Alors c'est un petit bout très différent de la communication précédente. Et je vais vous parler un peu de moi, pas mal de Howard et pas mal de Conan. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit héros, héros moderne, un héros du 21e siècle, on pense Conan est une des grandes figures mythiques, une des grandes figures héroïques de tout ce qui est des domaines de l'imagination, que ce soit la littérature, le cinéma, les jeux, bande dessinée, etc. Et en tout cas, c'est l'image qui lui colle à la peau, et c'est quelque chose qui me gêne beaucoup. Et à travers mon parcours, le parcours éditorial de l'œuvre de Howard et le destin qu'a connu Conan, ce personnage qui au départ était juste qui apparaissait dans une nouvelle parue en fin d'une revue en 1932, donc quelque chose d'assez obscur. Comment il est arrivé à ce statut mythique, héroïque et en ce qui me concerne gênant, donc d'où Conan m'a tué. Vous allez voir, je vais pas mal me promener dans les décennies, dans différents médias, essayer de voir à chaque fois les tenants et les aboutissants du statut très particulier de Conan, de son créateur, de ma place aussi quelque part dans cette histoire, parce qu'elle n'est pas entièrement anodine. Et puis à la fin, je sais pas trop quelle conclusion en tout cas je pourrais y apporter, mais je pense que ça peut nourrir pas mal d'éléments de réflexion. Alors déjà, je vais commencer par vous parler un petit peu de ma vie sociale. Ça va être rapide, je vous rassure. Donc très souvent, lorsque je rencontre des gens que je ne connais pas en société, et quand je suis pas entouré de gens du milieu geek, littéraire, etc., c'est alors tu fais quoi dans la vie? Et donc la question arrive toujours, et moi j'explique toujours que je suis spécialisé sur un auteur américain du début du XXe siècle. Ah bon, qui ça? Robert Howard. Ah, il a écrit des trucs qu'on connaît? Bah oui, je dis, c'est un des précurseurs, c'est le gars qui a cristallisé là ce qu'on appelle la fantaisie moderne. Ah oui, la fantaisie, des fois j'ai des Tolkien, etc. Et il correspondait avec Lovecraft. Là, j'ai déjà un peu plus d'éléments. Mais il a écrit un truc de connu que j'ai pu lire. Et là, je fais Conan, parce que je suis bien obligé à un moment de sortir le nom. Et systématiquement, ah oui, Schwarzenegger, le gros bourrin qui massacre ses ennemis et qui viole ses femmes le soir. Et là, je dois expliquer, et en fait, non, ça c'est le film, mais le vrai personnage, c'est pas du tout ça. Et quand je commence à dire ça, j'ai déjà perdu mon combat. Dans la vie de tous les jours, autrement, dans mes activités éditoriales, je prépare une thèse à la Sorbonne en littérature américaine dans laquelle il n'y a pas le mot Conan, il n'y a pas le mot fantasy. C'est une thèse sur Robert Howard en littérature américaine. J'ai réussi à imposer le sujet, j'en suis pas peu fier. Et à chaque fois qu'on parle de moi dans un festival populaire ou dans un festival de littérature geek ou de l'imaginaire, à chaque fois, et ça n'a pas raté, c'est ce que tu as fait tout à l'heure, c'est le spécialiste de Howard et donc le papa de Conan. Si je peux me permettre, je l'ai fait exprès parce que tu me l'avais dit qu'il fallait pas le faire. D'accord. Il est taquin, le faquin. Désolé. Donc c'est le papa de Conan. Et ça, j'avoue que c'est quelque chose qui me gêne énormément. On ne parle pas de l'auteur, on ne parle pas de Robert Howard, ou juste après, quand on a le temps, si on a le temps, mais toujours on met en avant la création avant le personnage. Et donc, c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, puisque moi, ce que je cherche à faire dans mon travail depuis quasiment une vingtaine d'années maintenant, c'est de réhabiliter Robert Howard en tant qu'auteur. Et pour ce faire, il est pas facile de devoir gérer au quotidien un monstre de 200 kilos qui s'appelle Conan, et qui est là parce que tout le monde a entendu parler de Conan, tout le monde connaît Conan, ne serait-ce que de nom. Un petit sondage rapide, qui est-ce qui, avant aujourd'hui, connaissait le personnage de Conan, ne serait-ce que, voilà, la plupart d'entre vous, qui est-ce qui a lu une fois les nouvelles originales de Howard?
2, voilà. 3, allez. Voilà. Et c'est systématiquement ça veut dire que c'est un personnage qui est aujourd'hui devenu tellement emblématique, c'est un petit peu comme Sherlock Holmes, c'est tout le monde connaît, tout le monde a entendu parler, et tout le monde croit connaître en fait, sans pour autant qu'on revienne à l'essence, à la source de ce qu'est cette œuvre littéraire qui est celle de Robert Howard. Alors, donc si je vous parle de tout ça, c'est tout d'abord parce que il y a un contexte très particulier, et que la question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est est-ce que on peut dire que ce personnage, Conan, que tout le monde considère comme un héros emblématique des littératures de l'imagination et de tous les domaines de l'imagination depuis maintenant 90 ans, près de 90 ans, est-il vraiment un héros ? Alors que tout le monde s'accorde à dire, oui, Conan, c'est quand même un des plus grands héros. Et c'est une définition à laquelle moi j'ai beaucoup de mal, et j'aimerais qu'on revienne un petit peu et comme sur les circonstances qui ont présidé à la création du personnage, voir en quoi, selon moi, il ne répond qu'à très très peu des critères qui font qu'on peut dire que quelqu'un est un héros. Nous sommes en 1932 et donc Robert Howard est un auteur qui écrit pour ce qu'on appelle les pulp magazines. Peut-être avez-vous entendu parler des pulp magazines, ce sont des revues populaires américaines, bon marché, qui sont vendues à très clairement l'homme de la rue et qui connaissent un succès grandissant depuis la fin des années 20, depuis très clairement le début de la crise économique aux États-Unis. Où, en quête de divertissement, les gens ont besoin de s'évader. Les pulp magazines sont des revues qui font en manière générale entre 128 et 162 pages, qui sont imprimées sur du papier de très très mauvaise qualité, pulp, donc de la pulpe de bois, avec des couvertures toujours très très bariolées, et on vous promet plein de frissons, plein d'aventures, plein de choses, bref, de s'évader de la morne grisaille qui est celle de l'Amérique de la dépression. Et c'est dans ce contexte-là que Howard est en train d'arriver. Il a commencé à écrire quelques années plus tôt, en 1925, avec une toute petite nouvelle d'aventure préhistorique, et progressivement, il arrive à se faire un nom dans une revue qui est aujourd'hui devenue mythique et qui s'appelle Weird Tales, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est dans cette revue qui est donc parue et que Howard est devenu célèbre. Un autre auteur dont vous risquez aussi d'avoir entendu parler, c'est H.P. Lovecraft. Ce qu'on ne connaît pas, c'est qu'il y a un autre monsieur qui s'appelle, qui a fait paraître une nouvelle dans le numéro d'août 28, c'était la seule nouvelle, il avait 16 ans, qui s'appelle La vengeance de Nitocris, et c'était écrit par un monsieur qui s'appelait Thomas Lanier Williams, que vous connaissez tous sous le nom de Tennessee Williams aujourd'hui. Donc cette revue-là, elle se targue de faire paraître des nouvelles étranges, des nouvelles bizarres, et des nouvelles qui sortent vraiment des sentiers battus, et elle arrive à se constituer un tout petit marché de niche, et Howard grandit là-dedans. Farzan Wright, qui est l'éditeur de la revue, voit que Howard a du talent, et il essaye de l'encourager à persévérer et à devenir un auteur d'envergure, puisqu'à l'époque, Weird Tales cherche très clairement des auteurs d'envergure. Le seul qui fonctionnait bien, c'était Lovecraft. Ça, c'était avant que Wright arrive au règne de la revue. Et pour une raison assez bizarre, Wright n'aime pas trop Lovecraft, et donc il encourage Howard à développer son talent. Howard restera toute sa vie, et en tout cas, ça s'est très marqué au début, quelqu'un qui veut vivre de sa plume, et il est prêt à faire des concessions commerciales. Raison pour laquelle il comprend très vite que s'il crée une nouvelle et s'il met en scène un personnage récurrent, alors j'hésite à employer le terme de héros, vous allez comprendre rapidement pourquoi, s'il met en scène un personnage récurrent, il se dit que si les lecteurs aiment cette première nouvelle, qui a mis en scène par exemple le personnage de Solomon Kane ou le personnage de Kull, le roi Atlante, il se dit que lorsqu'il va écrire une deuxième nouvelle qui va mettre en scène le même personnage, a priori, l'éditeur a plus de chances de l'accepter puisqu'il sera très facile de la vendre. Et regardez, vous allez retrouver Solomon Kane dont vous avez pu lire les exploits le mois dernier ou il y a 3 mois dans les pages de la même revue. Et cette technique, elle est assez payante puisque c'est dans les pages de Weird Tales que Howard fait paraître ses premiers textes dans lesquels vont apparaître ces personnages récurrents. Donc les 2 premiers, je les ai cités, c'est Solomon Kane et Kull, le roi Atlante. Kull qui est par certains aspects un ancêtre de Conan.
Howard peaufine un petit peu sa formule et 3 ans plus tard, en 1932, il décide à un moment de prendre des vacances dans le sud des États-Unis. Il habite au Texas, donc déjà dans le sud, et il décide d'aller carrément sur le Rio Grande pour passer une semaine à se reposer, parce qu'il dit que à cette époque-là, il est complètement stérile, il n'arrive plus à écrire. Il faut toujours se méfier quand Howard raconte des histoires, parce qu'il raconte beaucoup de choses qui sont pas forcément très très vraies. Il aime bien un petit peu embellir les choses. Et là, à un moment, il dit, et justement, j'étais en train de me balader dans le sud des États-Unis lorsque soudain m'est venue l'idée d'un personnage qui est apparu brutalement à mon esprit, et je l'ai appelé Conan le Cimmérien. Paf! Il rentre chez lui après ses vacances, et là, qu'est-ce qu'il fait? Il fouille dans ses archives, il trouve une vieille nouvelle de Kull, le roi Atlante, qu'il avait soumis 3 ans plus tôt, à une revue qui s'appelle Adventure, qu'il avait refusé. Là, il prend ce texte-là, il se met à le retravailler, et il ajoute un élément fantastique dans ce qui est à la base un roman principalement d'aventure. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il a l'intention, cette fois-ci, d'envoyer ce texte, non pas à Adventure, qui publie des récits d'aventure, comme son nom l'indique, mais à Weird Tales, qui, elle, est spécialisée dans le fantastique. Et il envoie ça. Lorsqu'il crée le personnage de Conan, puisque c'est de lui qu'il s'agit, et qu'il envoie le phénix sur l'épée, le titre de la première nouvelle, il ne sait absolument pas qu'il est en train de poser, je dirais, les premiers jalons de ce qui va devenir une création majeure de la littérature d'imagination du XXe siècle. C'est juste une nouvelle, parmi d'autres, sur un personnage qui lui est venu comme ça, mais ça lui arrivait régulièrement. Il envoie ça. L'éditeur en chef de la revue, Wright, voit ça, il dit « Ouais, effectivement, ça a l'air assez intéressant, mais je suis pas très convaincu par le début. Et est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, le retravailler ?» Howard, toujours prêt à faire ce qu'il faut, si à la fin ça peut lui permettre de vendre une nouvelle, donc de récupérer un chèque, dit ok, je vais réécrire mon premier chapitre, je vais carrément le remanier. Et ce premier chapitre servait à expliquer un petit peu tout l'univers, les pays imaginaires inventés par Howard dans le cadre de cette nouvelle. Et donc là, pour essayer de résumer toute la matière qui était là, qu'il n'avait pas employée, il va créer un petit paragraphe de 7-8 lignes, qu'il appelle, donc qui décrit les pays, donc la Némédie, la Brithunie, l'Aquilonie, qui sont des pays qu'il invente pour les besoins de ses nouvelles, et puis il dit que voilà, c'est un extrait des chroniques némédiennes. Et comme ça, il est en train de mettre en place, mais sans le savoir, les jalons d'un univers. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'un héros de fantasy ou de n'importe quel livre de fantasy, la première tâche de tout auteur qui se respecte, c'est 1. Je fais une carte, 2. J'écris une histoire et une généalogie, et 4. Je peux me lancer dans la rédaction de mes nouvelles. Lorsque Howard fait ça, il faut bien vous replacer dans le contexte, personne ne le fait parce que ça n'existe pas. Il est le premier, et c'est lui qui cristallise en fait tout ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on lit de la fantasy, tous les codes qu'on attend, lui il les invente parce que y a besoin. Lorsqu'il crée un univers inventé, il le fait parce que ça lui permet d'éviter de faire des erreurs et des anachronismes sur des récits historiques. Voilà la raison profonde pour laquelle il crée Conan. Il veut écrire des histoires des récits historiques, mais à chaque fois qu'il en écrit un, il y a toujours un lecteur qui est là pour lui dire écoutez, monsieur Howard, votre nouvelle elle est géniale, mais là, page 484, on s'aperçoit que le type tue un autre avec un mousquet. Or, nous sommes en 1463, et ce modèle-là n'a pas été inventé avant 5 ans plus tard. Donc, il en a marre, il veut écrire de l'histoire, il écrit de l'histoire, et donc, c'est pour ça qu'il change de nom de pays, il transforme ça en pays fantastique, et donc, du coup, il invente un pays fantastique. Il invente ensuite, lorsqu'il vend sa deuxième nouvelle, il se dit tiens, ça va commencer à fonctionner, ça a l'air intéressant, et là il dessine des cartes de son univers, et ensuite il s'écrit pour lui-même une histoire de ce qu'il appelle l'Agiborien, et là, le personnage est lancé, mais pour l'instant, il n'a toujours encore aucune idée de la dimension mythique que va prendre cette œuvre. Et là, il a créé un personnage qu'il n'a pas vraiment créé en quelque sorte, puisque Conan, c'est rien d'autre que Kull, le personnage qui apparaît dans une nouvelle qui a été écrite 3 ans auparavant, qu'il va sortir des archives, et il va le prendre, et il va en faire un frère jumeau, c'est exactement les deux mêmes personnages, sauf qu'il lui change la couleur de ses yeux. Kull a les yeux gris, et Conan a des yeux, aujourd'hui c'est célèbre, il a les yeux d'un bleu volcanique. Je sais pas trop ce que c'est qu'un bleu volcanique, mais c'est comme ça qu'il est décrit. En tout cas, la formule, elle est poétique à défaut d'être, en tout cas très évocatrice, et ça suffit. Et il lance le personnage, et là, au bout de quelques temps, les lecteurs vont commencer à véritablement accrocher. Pourquoi ?
Alors là, on se replace dans le contexte de l'époque, nous sommes aux États-Unis, et lorsque Conan commence à véritablement fonctionner, c'est pas avant 1933-1934. Au cours de l'année 34, sur les 12 numéros de Weird Tales qui paraissent dans l'année, il y en a 11 sur lesquels Howard est au sommaire de la revue, 9 fois avec du Conan. Pour vous imaginer un petit peu le succès qu'il avait. Et quand on dit le succès du personnage, c'est pas auprès simplement des lecteurs, mais les fans de Conan à cette époque-là, c'est principalement des femmes. Ceux qui, aujourd'hui, vu l'image de Conan, vous savez, celui qui massacre ses ennemis et qui aime bien entendre les lamentations de leurs femmes le soir au fond des bois ou je sais plus où, selon la version de John Milius. Non, c'est pas John Milius, c'est John Milius. C'est Milius. C'est ça. J'ai toujours un doute. Je l'appelle toujours Gérard Milius pour rigoler. C'est pour ça, donc, voilà. Et donc, disais-je, dans le courrier des lecteurs de Weird Tales, il y a énormément de lectrices qui disent « Mais franchement, j'adore ce personnage, il est extraordinaire. » Si on se replace dans le contexte économique et social de l'époque, les États-Unis, Conan est effectivement le genre de personnage dont les lecteurs de Weird Tales rêvent. Je vous disais tout à l'heure que les pulps sont destinés à l'homme de la rue, à la personne qui est donc très souvent maintenant aux États-Unis en 1929, 30, 31, 32, qui est au chômage, qui a du mal à joindre les deux bouts. La pauvreté aux États-Unis est galopante. Et là, dans les pages de Weird Tales, ce pulp aux couleurs bariolées, Howard offre au lecteur des récits hauts en couleurs, pleins d'imagination, dans lesquels ce type, Conan, donc, sur lequel on va pas mal parler, arrive à se sortir de pas mal de situations assez inextricables. Il arrive à faire des choses assez intéressantes de sa vie. Et à la fin, il n'est pas forcément riche, il n'est pas forcément beau. Conan n'est jamais décrit comme quelqu'un de beau. Il n'est pas non plus conquérant, contrairement à l'image qui en est souvent faite. Mais c'est quelqu'un qui survit et qui survit bien dans un monde qui est extrêmement hostile. Et le lecteur de Weird Tales, c'est ce type qui est au chômage, ou une femme qui aimerait que son mari soit quelque part un Conan, lui dit « Écoute, ça serait bien que tu ailles, parce qu'à l'époque, les femmes travaillaient beaucoup moins qu'aujourd'hui, mais c'est le type qui arrive à survivre dans un monde hostile. Il est le héros parfait de la dépression américaine. Lorsqu'on regarde l'historique de la publication des nouvelles de Conan de Howard, et surtout de leurs époques de succès, on s'aperçoit que le personnage a 3 grandes époques de succès, les années 30, où c'est la crise aux États-Unis, la fin des années 60, où c'est aussi la crise, c'est la guerre du Vietnam, c'est les émeutes de Watts, c'est tous les problèmes qu'il y a à cette époque-là, et qui font que la fantasy de manière générale, il n'y a pas que Howard, Tolkien aussi, deviennent extrêmement populaires à partir de 1965, et depuis la fin des années 90, depuis 97-98, où la fantasy redémarre. À chaque fois, l'œuvre de Howard épouse les lignes de crise et de fracture de la société moderne, tant en France qu'aux États-Unis, et c'est ça qui indique le succès de la série. Et ce succès n'est pas lié à la nature même du personnage, mais par contre, c'est vrai que le contexte économique joue un rôle qui, à mon sens, est prépondérant. Le problème de Howard, entre guillemets, c'est qu'il meurt en 1936, il meurt très jeune, et qu'il n'a pas le temps de capitaliser sur le succès de ses écrits. Rapidement, son œuvre va tomber dans un semi-oubli, et elle va être ressuscitée progressivement, à partir des années 50, par des gens qui ont des intérêts financiers, on va dire, assez évidents sur la chose, et qui vont tenter de s'arroger la paternité littéraire de l'œuvre, et d'en faire un véhicule pour gagner pas mal d'argent. Et là, la logique qui sous-tend les récits de Howard est totalement bafouée, puisqu'ils vont en faire totalement autre chose que ce pourquoi Howard avait créé, entre guillemets, le personnage et ses nouvelles. Conan est-il un héros ? Première question, en tout cas le Conan de Howard. On va s'interroger ensuite sur les incarnations, les différentes incarnations et déclinaisons populaires. Est-il un héros ? Et je parle du Conan tel que paru dans Weird Tales. Si on écoutait l'intervention précédente, dans laquelle on vous a beaucoup parlé de monomythe, le monomythe de Campbell, eh bien, force est de constater que le Conan, en tout cas tel que décrit par Howard, n'a aucune des qualités requises par Campbell pour devenir un héros. Il n'y a pas question de quête initiatique, il n'y a pas cette rencontre avant la mort, il n'y a pas le retour à la maison, il n'y a pas la naissance catastrophique, rien de tout ça. Toutes les étapes clés qui font que, selon la théorie campbellienne du héros,
et ce parcours puisse être entre guillemets déclinable sur plus ou moins n'importe quelle œuvre, qu'elle soit littéraire, cinématographique, bande dessinée, etc. Ça ne marche pas avec le personnage de Conan. Donc, si Conan est un héros, je laisse la question en suspens, ce n'est en tout cas pas un héros au sens campbellien du terme. À ça, certaines personnes vont opposer le fait que oui, mais on dit que Howard a créé ce qu'on appelle l'heroic fantasy. Donc l'heroic fantasy, soit on parle de héros, soit d'héroïsme, mais est-ce que ça correspond pour autant à ce qu'on trouve dans les nouvelles de Conan? Encore une fois, pour moi, c'est une définition qui est inexacte. Dans une définition que donnait Stéphane Marsan, qui quand même s'y connaît, Stéphane Marsan, c'est directeur de publication de Brajlon, qui est quand même la plus grosse maison d'édition en fantasy en France. Et à l'initiative du colloque de Cerisy en 2003. À l'initiative du colloque de Cerisy. Donc, ce monsieur déclarait l'an dernier, dans un Paris Match hors série qui est très intéressant sur les héros, justement, sur bande dessinée, etc., il avait été interviewé dans lequel il donnait sa définition de la heroic fantasy et de la fantasy. Et il expliquait que la fantasy, donc on pense à Tolkien, était quelque chose de beaucoup plus ample, dans lequel la magie avait une part importante, alors que l'heroic fantasy était centré autour des exploits d'un héros qui accomplissait des choses héroïques, et qui est dans un monde où il y avait très très peu de magie. Et ça ne correspond pas non plus véritablement aux nouvelles de Conan. Lorsqu'on les regarde, lorsqu'on les lit, tout d'abord, il n'est pas le personnage central de la plupart de certains de ces textes. Si on prend l'exemple de Le Maraudeur Noir, sur une nouvelle qui fait 98 pages dans le manuscrit, Conan n'apparaît qu'à la 45e. Dans une nouvelle comme Une sorcière viendra au monde, il n'apparaît que dans 2 chapitres sur 5. Alors certes, Howard a écrit des nouvelles qui étaient pas très très bonnes, voire commerciales, mais aucune de ces 5-6 nouvelles qu'on va qualifier d'alimentaires ne figure parmi la liste des grandes nouvelles de Conan telles que s'accordent à le dire la plupart des spécialistes. Moi, dans ce que j'aime chez Howard, dans les nouvelles de Conan, lorsque je dis que ce qu'a écrit Howard, il a écrit Les Clous Rouges, il a écrit Au-delà de la rivière Noire, il a écrit La Tour de l'éléphant, je ne mentionne pas le personnage, c'est pas le personnage qui fait la grandeur, ce sont certains textes. Et aucune de ces nouvelles ne correspond à ça. Est-il un héros des pulp magazines? Encore une fois, ça ne marche pas. Si vous regardez les pulp magazines, il y avait quelques pulp magazines qui publiaient les aventures de héros récurrents. Je pense à les 2 plus connus, qui sont Doc Savage et The Shadow. Donc Savage est un petit peu connu en France, The Shadow très peu. Mais encore une fois, dans chacun de ces récits, il y avait toujours une formule quasi identique, à savoir vous avez un héros récurrent dont le nom apparaît dans le titre, qui est affublé d'une série de personnages secondaires là aussi récurrents, et dans lequel vous avez un schéma narratif qui est quasiment tout le temps le même, à savoir un problème arrive, intervention du héros, le héros règle la situation, et à la fin, le monde est redevenu dans sa situation initiale. Bref, le schéma classique de la littérature d'évasion avec un personnage héroïque et ses comparses. De ça, chez Howard, et dans les nouvelles de Conan, comme d'ailleurs dans celles de Solomon Kane ou de Brad McMahon, vous n'en trouverez jamais aucune trace. C'est quelque chose qui n'existe tout simplement pas dans l'œuvre howardienne. Si vous pensez à Sherlock Holmes, ce sera exactement la même chose. Vous avez toujours une affaire, l'affaire de quelque chose, dans lequel vous avez un chapitre introductif, qui est une sorte de pré-générique, dans lequel on va vous montrer la toute-puissance des talents déductifs de Holmes, suivi d'une scène avec Watson, éventuellement avec l'horlogeuse, 221B Baker Street, une enquête, et à la fin, la société victorienne, propre, gentille et policée, reprend ses droits, et on attend l'aventure suivante. Dans le Conan de Howard, vous n'avez absolument pas ça, puisque dans les meilleures nouvelles de Conan, elle ne parle jamais de Conan, elle parle simplement d'une situation. Il y a une situation qui est là, qui est prégnante, et Conan arrive et fait office de catalyseur, il va déclencher quelque chose. Les meilleures nouvelles de Howard, les meilleures nouvelles de Conan en particulier, ne parlent pas de Conan, elles ne parlent jamais de Conan. Son nom n'apparaît jamais, on ne sait rien de sa vie, de sa biographie, de son destin, de ses amis, de sa famille, tout ça il n'en a pas. Donc ça ce sont des éléments qu'il peut avoir en commun avec les héros, mais en revanche, elles parlent toutes de quelque chose. Au-delà de la rivière Noire nous parle du conflit qu'il peut y avoir entre les civilisés et ceux qu'on appelle les sauvages, et des limites relatives qu'il faut accorder à ces 2 termes. Les Clous Rouges est une nouvelle
qui nous parle de la décadence des sociétés modernes, principalement vue à travers le prisme américain évidemment, mais elle nous parle de quelque chose. Elle nous parle pas de Conan ou de son destin ou de sa figure héroïque. Il est simplement là parce qu'il faut que quelqu'un fasse avancer l'histoire, mais il n'en est que le catalyseur et non le héros au sens classique du terme. Ce n'est pas une figure héroïque. Revenons un petit peu au pulp et au destin donc de ces personnages tels que publiés dans les pulps de l'époque. Alors je vais prendre deux exemples qui pour moi sont extrêmement représentatifs de ce qui est arrivé à Howard par la suite. Puisque Howard écrivait des histoires dans lesquelles le nom Conan n'apparaissait pas dans le titre de la nouvelle. Conan n'est pas un héros au sens classique du terme, et pourtant aujourd'hui tout le monde ne connaît Conan que en tant que héros et avec une vision très réductrice et schématique du personnage. Je prends deux exemples qui sont à mon avis extrêmement intéressants. Il y en a un que vous connaissez évidemment, c'est Lovecraft. Lovecraft, lorsqu'il publie dans Weird Tales, il va être très rapidement après sa mort, il y a des gens qui vont s'intéresser à son œuvre et la prendre très très au sérieux. Et progressivement, le statut de Lovecraft va devenir celui d'un auteur très sérieux. En France, la France est, comme très souvent, pionnière dans l'étude de Lovecraft. On a un cahier de Lerne sur Lovecraft qui sort en 1969, qui inspire la critique américaine. Donc l'auteur est reconnu avec un A majuscule comme quelqu'un d'extrêmement sérieux, et la dimension populaire, la célébrité populaire, si je puis dire, de Lovecraft, va devoir attendre une quinzaine d'années après la canonisation littéraire et le respect qu'on va accorder à Lovecraft. Ça vient au début des années 80 avec un jeu de rôle que vous connaissez peut-être, parce qu'il est français, c'est l'Appel de Cthulhu, qui est celui par lequel beaucoup de gens vont dire « Waouh, je lis du Lovecraft, mais aussi je peux jouer avec Lovecraft sans que ça entache la réputation littéraire du bonhomme ». Le deuxième exemple que je vais vous donner, c'est celui d'H.L. Hammett. H.L. Hammett, si vous connaissez peut-être H.L. Hammett, c'est un auteur qui a lui aussi publié dans les pulps. Il a commencé quelques années auparavant, avant Howard, dans un pulp qui s'appelait Black Mask. Et ce qu'a fait Hammett avec le genre du roman policier, c'est exactement ce qu'a fait Howard avec le genre de la fantasy. À savoir, il a pris un genre qui est essentiellement qui était à la base essentiellement européen, le roman policier. Alors, j'oublie Edgar Poe volontairement, mais très schématiquement, le roman policier à cette époque-là, c'est donc c'est toujours Arthur Conan Doyle, c'est Wilkie Collins, c'est Agatha Christie, ce sont les auteurs européens. Et il le ramène aux États-Unis, il en fait quelque chose d'extrêmement violent où les gens meurent, prennent des balles, il y a du sang qui gicle, et il publie ça dans les pulp magazines. Et lui aussi connaît le succès avec la Grande Dépression aux États-Unis, où les gens ont besoin de lire des choses qui leur sont proches, à savoir quelque chose d'extrêmement violent. Et Hammett, pour ça, il va créer un personnage récurrent qui s'appelle The Continental Op, le détective de la Continentale en français. Ce personnage anonyme qui apparaît dans 25 ou 30 nouvelles, plus 2 romans, Moisson Rouge et The Dane Curse, dont je n'ai pas le titre en français, la maison des Danes, je sais pas s'il y en a qui connaissent. Bref, il crée un archétype, celui du détective à l'américaine, et pourtant, la réputation de H.L. Hammett, aujourd'hui, elle est exceptionnelle en tant que point de vue littéraire. Il va créer un deuxième personnage juste derrière, c'est Sam Spade. Le nom dit quelque chose à quelqu'un ? Ouais, 2 personnes. Par contre, c'est Sam Spade est l'héros d'un roman qui s'appelle Le Faucon Maltais, ou Le Faucon de Malte. Et là, tout le monde a déjà entendu parler du livre, ou du film, ou des films, parce qu'il y a eu plein de films. Hammett a créé un archétype avec Sam Spade et avec le Continental Op, et sa réputation littéraire n'en a pas souffert pour autant. Howard a fait exactement la même chose avec Conan, qu'on peut considérer éventuellement comme un archétype, excepté que lui, sa réputation littéraire, sa réputation tout court d'ailleurs, en a beaucoup souffert. Et c'est la thèse que je veux vous apporter, que je veux développer avec vous aujourd'hui, c'est qu'un héros canonisé est très souvent un héros déformé. L'exemple que j'adore donner, parce que je trouve qu'il est extrêmement... Alors, il est facile, certes, mais en tout cas, il résume bien les choses. C'est qu'à partir du moment où on transforme un personnage de fiction, soit-il récurrent ou pas, en une icône, en un héros, ça se fait nécessairement au prix d'une déformation. Lorsque vous demandez à quelqu'un, à n'importe qui, ou en tout cas ceux qui ne connaissent pas vraiment l'œuvre de Doyle, de
donner quelles sont les deux principales caractéristiques de Sherlock Holmes, je te dis Sherlock Holmes, dis-moi deux choses. Les deux choses que vous entendez quasi systématiquement, c'est la célèbre phrase, je vous laisse la dire, élémentaire mon cher Watson, et évidemment le fameux chapeau, qui n'a pas de nom en français, on appelle ça en anglais le Deerstalker hat. Le souci, c'est que dans aucune des nouvelles écrites par Doyle, Sherlock Holmes ne prononce à aucun moment élémentaire mon cher Watson. Mais si vous demandez aux gens de résumer Sherlock Holmes, la première chose qu'on vous sort, c'est celle-là. Deuxième chose, oui, il est hyper connu parce qu'il a cette fameuse pipe là allongée et recourbée et ce fameux chapeau comme ça qui n'apparaît dans aucune des nouvelles. Pourquoi ? Parce que alors ça vient des illustrations de Sidney Paget pour le chapeau et l'élémentaire mon cher Watson vient d'une pièce de théâtre qui est sortie en 1900 je ne sais plus combien. Mais je trouve intéressant. Alors l'exemple, il est marquant en ce sens qu'il montre bien en quoi les déformations vont s'inscrire dans l'inconscient collectif et qui fait qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui de déloger dans l'esprit des gens le fait de élémentaire mon cher Watson et le fameux chapeau, parce que même si on peut l'expliquer des dizaines de fois, il n'empêche que c'est cette image-là qu'on va retenir. Et le vrai problème avec Howard, c'est que Howard n'a commencé à obtenir sa légitimité littéraire que bien après la transformation de Conan en tant que icône, en tant que héros de la culture populaire. Ce qui fait que là aussi, il est extrêmement difficile de revenir en arrière. Le succès médiatique populaire de Conan se fait en 3 étapes, années 60, années 70 et années 80. Années 60, avec la publication des ouvrages chez Lancer Books aux États-Unis, je reviens rapidement, je vais pas m'étendre sur le sujet, parce que j'ai déjà fait pas mal de fois par ailleurs, sur le contexte de cette publication. Dans les années 60, milieu des années 60, 2 œuvres majeures paraissent en livre de poche aux États-Unis, Le Seigneur des Anneaux, Conan, fantasy. Et le succès est énorme dans les deux cas. Pourquoi ? Parce qu'on est en 65, fin 65, début 66, aux États-Unis, que c'est la guerre du Vietnam, que c'est la crise, que c'est les gens n'ont plus confiance dans les repères traditionnels, et donc la fantasy est par définition le genre vers lequel les gens vont vouloir s'évader. Le succès est phénoménal pour Howard. En plus, s'ajoute à cela les couvertures de monsieur qui s'appelle Frank Frazetta et qui nous dépeigne une brute, un tueur véritablement. Il incarne pour beaucoup le Conan définitif, à savoir quelqu'un qui, lorsqu'on le voit dans la rue, 3 jours après, vous courez encore. Un Conan qui marquera et qui marque toujours les esprits. Je trouve que c'est une vision, le Conan de Frazetta est une créature iconique avec tous les bons côtés et tous les mauvais côtés que ça peut avoir, puisque aujourd'hui encore, la vision graphique qu'ont la plupart des gens de Conan de Howard, c'est cette fameuse image de Frazetta où on le voit qui est conquérant avec une épée sur une sorte de montagne de cadavres empilés, avec une, excusez-moi l'expression, mais une femelle gémissante à ses pieds, qui est là comme ça et qui le voit comme étant le sauveur. D'où le fait de franchir très rapidement l'espace qui nous sépare du John Milius, dans lequel vous avez la fameuse phrase avec les femmes qui gémissent le soir. Cette image qu'on ne retrouve absolument pas dans les nouvelles de Howard, c'est celle qui va s'imposer. Années 70, deuxième relecture, qui est celle de Marvel Comics, dans lequel la célèbre firme de comics américain, Marvel, décide d'adapter Conan en bande dessinée. Donc Marvel, qu'est-ce qu'ils font ? Années 60, ils sont d'ailleurs toujours spécialisés en super-héros. Donc des types qui aiment bien s'habiller et qui mettent leur slip par-dessus leur collant. Vous connaissez Spider-Man, Iron Man, Hulk, les Fantastic Four, enfin bref, et j'en passe, qui aujourd'hui sont devenus quelque part la nouvelle mythologie mondiale. Et là, 70, Marvel décide de s'attaquer à Conan, ils acquièrent les droits, et qu'est-ce qu'ils font ? Ils publient Conan. Et très rapidement, la revue va devenir extrêmement populaire, extrêmement célèbre, mais vu que Marvel publie du comic de super-héros qui est destiné aux adolescents, systématiquement, il faut donc qu'on transforme Conan en héros, donc ça veut dire avec des codes identifiables et repérables. Non plus en personnage récurrent, mais quelque part en super-héros. Qui dit super-héros dit un costume
qu'on doit retrouver tous les mois dans le numéro de Conan, le Conan de Marvel. Et donc, pour Conan, on décide de l'affubler d'un slip de fourrure, il n'y a pas d'autre terme. Et donc Conan a une sorte de pagne en moumoute, enfin en peau de bête, je sais pas trop ce que c'est exactement. Et donc il va se promener tout le temps, tous les mois, dans le numéro de Marvel. Et donc il sera évidemment torse nu. Vu qu'on a des comics américains, torse nu veut dire qu'on n'a pas de poils et on n'a pas de tétons, puisqu'on est aux États-Unis. On ne peut pas avoir de tétons même quand on est un homme aux États-Unis. Ça laisse sur pour je ne sais pas quelle raison, mais c'est comme ça. Et donc Conan, lorsqu'il est dans un pays chaud, il est en pagne, ce qu'on peut comprendre avec son slip de fourrure, mais lorsqu'il est dans la neige, il est aussi en slip de fourrure. Pourquoi ? Parce que c'est Conan et qu'on a besoin d'avoir des codes reconnaissables. Donc ce que fait Marvel, au-delà des arrangements avec les nouvelles de Howard, au-delà du fait qu'on ne peut pas adapter la violence graphique de certaines nouvelles de Howard dans les bandes dessinées de l'époque en raison de la censure, c'est surtout que la réinterprétation et que l'identification de Conan à un super-héros contribue un peu plus à changer la nature profonde du personnage et à l'incarner en tant que héros et donc super-héros. Troisième et dernière étape, c'est 80, c'est le film de John Milius. Donc celui-là va marquer énormément de gens. Je suis obligé aujourd'hui encore, quasiment 80, 37 ans après le film, à devoir expliquer aux gens que non, le Conan de Howard, ce n'est pas le personnage de Milius. Il n'a pas d'origine allemande, il n'a pas l'invention, qu'il sait s'exprimer autrement que par Borg Morim. Le film de Milius, qui est alors... Milius, c'est un réalisateur que j'apprécie beaucoup pour d'autres choses antérieures. Il a fait pour moi de très grands films. Après, il a fait beaucoup de choses où j'ai plus de mal. J'ai énormément de mal avec la politique du bonhomme aussi, mais je reconnais ses talents de cinéaste. Donc le film de Milius est un excellent film à part entière. En revanche, en tant qu'adaptation de Howard, pour moi, c'est complètement raté, et deux, ça crée des véritables problèmes lorsque vous voulez expliquer aux gens quelle est la nature du personnage de Conan, puisque ce qu'en fait Milius, c'est un véhicule pour ses idées, on va dire, très marquées à droite, alors que Howard est plutôt un personnage dont les idées politiques vont plutôt aller bien plus à gauche. Donc, il y a une dichotomie entre ces deux personnages. C'est d'ailleurs une des raisons qui fait que je ne parle jamais, personnellement, de Conan le Barbare. Tout à l'heure, je vous expliquais que on ne trouve dans aucune des nouvelles d'Arthur Conan Doyle l'expression élémentairement chat Watson. Je peux vous dire maintenant que dans aucune des nouvelles de Howard, vous ne trouvez l'expression Conan le Barbare. C'est aussi une invention donc de Marvel et de Hollywood. Howard parle de Conan le Cimérien ou Conan un Cimérien, mais jamais de Conan le Barbare. Donc ce qui me sert aujourd'hui pour différencier Conan le Barbare, Conan le Barbare, c'est pour moi, c'est la déclinaison héroïque du personnage à travers différents médias, alors que Conan le Cimérien, c'est le personnage qui apparaît dans les nouvelles telles que écrites par Howard. Nous arrivons donc au début des années 2000, et au début des années 2000, la situation pour toute personne qui est amateur de Howard est extrêmement complexe, puisque le personnage est oublié, l'auteur est oublié, et que la seule façon qu'on a trouvé du Conan en librairie, c'est en achetant des romans qui ne sont pas signés de la plume de Howard. Les textes de Howard ne sont pas disponibles. On ne trouve que des nouvelles écrites, des romans écrits par d'autres personnes, dans lesquels le nom de Howard n'est mentionné nulle part. Donc évidemment, ça contribue tout ça à alimenter la création d'un héros, d'un mythe, d'une icône. Appelez ça comme vous voulez. Je pense que c'est plus une icône qu'un héros, qui n'a rien à voir avec la création originale. Et donc, il y a certaines personnes qui commencent vraiment à en avoir marre et qui, profitant de divers facteurs sur lesquels je ne vais pas m'étendre aujourd'hui parce que ce sera vraiment un petit peu long pour vous raconter toute cette histoire, on est parti à la reconquête de l'héritage littéraire de Howard et lui redonner la place qui était la sienne. Donc c'est quelque chose qui va durer 10 ans, cette aventure, qui en France, ça va passer par la réédition de l'intégrale nouvelle de Conan telle qu'écrite par Howard, etc., chez Brajlon en 2007 et 2008. Pour vous donner une idée du statut de Conan en tant que héros en 2006, c'était aux Imaginales. Il y a une conférence qui a eu lieu, alors 2006, il faut savoir que Howard est né en 1906. Donc, Howard c'était le 100e anniversaire de la naissance de Howard. Il y a une conférence aux Imaginales qui a été donnée cette année-là, je n'y étais pas. Le titre de la conférence, c'était Conan, prince des machos, à 100 ans.
Ça vous donne un petit peu l'idée, le climat ambiant dans lequel aucun des intervenants qui étaient présents, je vais pas donner de nom parce que je vais être gentil, aucun des intervenants qui étaient présents sur cette conférence n'avait lu du Howard. Ou pas depuis 15 ans. Enfin, c'était une... Et donc, tissu d'ineptie après tissu d'ineptie. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une situation qui est quand même un petit peu différente aujourd'hui, puisque depuis 10 ans maintenant, l'œuvre d'Howard a été rééditée. J'ose espérer que la réhabilitation du nom Howard maintenant elle est faite, en tout cas dans le milieu de la fantasy et puis le milieu annexe. Maintenant ça commence. Je fais ce que j'appelle de la pollinisation. Ça veut dire que j'aime bien aller contaminer les milieux voisins du mien, donc les Lovecraftiens, les jeux de rôle, les jeux de plateau. Et en fait, mon souci avec ce fameux Conan qui m'a tué, ce fameux personnage qui m'a tué, c'est que je me suis rendu compte à un moment que de toute façon, la stature de Conan aujourd'hui en tant que personnage mythique, elle est telle qu'il est impossible de revenir à une hypothétique ère précédente dans laquelle le personnage n'était pas devenu cette icône emblématique du XXe et du XXIe siècle. Et ce que je me suis donc dit, c'est plutôt que de vouloir faire comme si ça n'existait pas, essayons d'accompagner le processus. Et ce qui fait que j'ai donc pactisé avec Conan, ce héros qui n'en est pas un, lorsque différentes sociétés m'ont demandé, donc je pense en particulier à Modifius pour le jeu de rôle et à Monolith pour ce qui est du jeu de plateau. Et voilà, on va faire un truc Conan, on va faire des jeux de Conan, donc jeux de plateau, un jeu de rôle, d'autres choses qui arrivent l'année prochaine, je peux pas vous en parler, mais voilà, c'est exactement la même problématique. Et en fait, ils m'ont embauché pour devenir l'expert Howard. Et mon travail a consisté justement à faire en sorte que le personnage soit utilisé tel que Howard l'avait créé, tel que Howard l'avait conçu. On reste dans un produit dérivé, donc dans l'icône, dans le héros Conan, mais à chaque fois, tout est fait pour, je ne reste que dans le cadre howardien. Ça veut dire que lorsque, par exemple, je prends l'exemple du jeu de rôle, où mon travail consiste à relire, parce que dans le jeu de rôle, on est obligé par nature, du fait de la nature même d'un jeu de rôle, de devoir inventer des lieux, etc. Je m'arrange pour que les lieux qui sont inventés soient inventés par les auteurs du jeu de rôle et non pas par des continuateurs. On s'inspire à chaque fois de la source, on peut faire des déclinaisons d'une œuvre, mais jamais de s'inspirer d'une déclinaison de déclinaison, ce qui est mon véritable problème avec la part des adaptations. Et donc, l'idée, c'est à chaque fois de revenir aux sources. Conan, c'est donc ce personnage qui est là, qui m'empêche moi d'arriver à ce que Laurent, qui était là précédemment, lui trouvait que c'était un défaut, c'est à savoir que l'île au trésor était un roman génial, mais que personne ne connaissait le nom de Joe Hawkins. Mais mon problème est exactement inverse. Mon problème, c'est que j'aimerais que tout le monde dise Howard, celui qui a écrit Les Clous Rouges, celui qui a écrit Au-delà de la rivière noire, qui sont des textes fondateurs dans tout un genre, qui sont des textes extraordinaires, et non pas le papa de Conan le Barbare. Merci. Si vous avez des questions, voilà. C'est pas une question, c'est une petite remarque. C'est cette image stéréotypée de Conan. Je trouve que c'est ce qui m'a plu quand j'ai lu les romans, c'est de voir que c'était plus que cette image stéréotypée. Et que les histoires, c'est justement pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'est vrai que Les Clous Rouges, justement, ouais. c'est plutôt, c'est furtif, il découvre, c'est presque comme du Lovecraft. C'est-à-dire, il découvre toute une cité comme ça, sans rien. Je me rappelle pas qu'il y ait de grosses bastons, de trucs comme ça. Enfin, c'est pas du tout ce que je m'attendais. Oui, c'est ça. Mais et c'est ça, moi, qui m'a plu dans les histoires de Conan. C'est ce que j'essaye d'expliquer. Alors, c'est ce que je me tue, très clairement, à expliquer aux gens, parce que l'image d'Épinal de Conan elle est extrêmement compliquée à s'en défaire. Et en même temps, j'en suis prisonnier, puisque moi, en tant qu'éditeur, dans mon rêve absolu, si je fais ce que je veux, mais ça n'existera pas, c'est dans la collection poche, il y aura pas marqué Conan. Il y aura marqué Les Clous Rouges, et où il y aura 50 nouvelles de Howard, et il y aura pas forcément que du Conan, il y aura pas intégral Conan. Mais l'icône, la valeur aujourd'hui marketing, très clairement, de Conan est telle que
aucun éditeur ne pourra faire l'impasse sur Conan, parce que rien que le nom fait vendre 10 000, Je dirais 15 même 000. qu'on est sur une pente complètement inverse, puisque chez J'ai lu, par exemple, les androïdes reptiles de moutons électriques de Philippe Cadic, qui est le court roman, on va dire, à l'origine de Blade Runner, est désormais vendu sous le titre en tant que bouquin de Blade Runner. Et en dessous, en tout petit, dans la troisième ou quatrième page, véritable titre, les androïdes reptiles de moutons électriques, etc. Il y a eu pire, il y a pas très longtemps, j'ai vu un musical sur Paris. Enfin, j'ai pas vu, parce que j'ai vu une affiche, j'évite les musicals. Et dans lequel c'était, je crois que c'était les Trois Mousquetaires, ou je sais plus quoi, et dans lequel les lecteurs pouvaient acheter la novélisation par Alexandre Dumas. Là, je suis resté, mais comme de ronflant. Bref. Et, alors, une chose que je trouve, qui est extrêmement compliquée, donc c'est le fait d'aller lutter contre les préjugés, parce que, les montagnes, mon cher Watson, Conan le Barbare, etc. C'est, moi j'aime bien, donc le fait d'avoir, je vois qu'il y a plusieurs femmes, il y a pas mal de femmes dans l'assemblée, et je trouve ça extraordinaire parce que, depuis des années, en tout cas au tout début, quand j'ai commencé à réhabiliter Howard, lorsqu'il y avait des conférences comme celle-là, j'avais à chaque fois, alors les premières, c'était très clairement, j'avais une trentaine de chevelus métalleux, ou de gens qui avaient lu au Conan, il y a machin. Pas du tout. On peut être métalleux sans le chevelu, mais c'est pas problème. Mais en fait, j'avais un public stéréotypé quelque part, et donc ma vraie ambition, c'est d'arriver à dégenrer le Howard. Pour moi, dans un monde idéal, demain ou après-demain ou dans 10 jours, Howard sera au rayon des classiques, comme peut l'être Stevenson, comme peut l'être Jack London, George Orwell. Alors c'est un truc qui a fait bondir. J'ai eu Stéphane Marsan il y a quelques temps sur Facebook, je crois d'ailleurs, et dans lequel il disait la France n'aime pas l'imaginaire, dès que c'est l'imaginaire, etc. Non, pour moi c'est pas du tout ça. C'est le fait de dégenrer, de décloisonner. J'ai pas besoin de savoir que un bouquin est de la fantasy ou du steampunk. Il y a des bons bouquins et il y a des mauvais bouquins qui ressortent ou pas de l'imaginaire. Que la France a un problème avec l'imaginaire, certes. Il y a un véritable problème de classification, puisque par exemple 1984 de George Orwell n'est publié en France à aucun moment, depuis la première édition, à aucun moment sous l'appellation ou dans une collection de science-fiction. C'est un roman de réflexion sociale. C'est ça. C'est pas de la science-fiction. Pourtant la science-fiction c'est exactement ça. Oui, mais du coup on a un problème de genre, et La ferme des animaux du même George Orwell est un roman pour enfants. C'est ça. La vue de Marsan est assez délirante parce qu'il commence en constatant le problème qu'il faut attirer les gens, oui, peut-être, oui. Mais à un moment, il bute, sur toute la deuxième moitié de son interview, il bute complètement sur le problème de la couverture. Ouais. En disant, il faudrait faire des couvertures qui soient plus neutres, qui attirent tout le monde, mais alors on perd notre public, et alors... Mais c'est un vrai problème. Genre, alors, le problème de la couverture, c'est un problème de l'édition française aussi, puisqu'en Angleterre, le problème se pose jamais. Disons que c'est pas de la même façon. C'est moins chez les anglo-saxons. Hein. Ouais, moins. Mais pour les Howard, il y a un moment, je me suis posé la question. Il y a un moment, les tout derniers, alors, je pense aux Ombres de Canaan, qui est un bouquin pour moi qui est que j'ai conçu, sur lequel j'ai vraiment bossé pour qu'il y ait une vraie logique éditoriale. Mais c'est un bouquin qui commercialement était voué à l'échec, donc il fallait automatiquement avoir une couverture un peu racoleuse. Et quelque part, je peux comprendre il y a un moment, vu qu'on ne fait pas ce qu'on veut, malheureusement, c'est comme ça. Malheureusement. Alors, toujours essayer de lutter avec les moyens du bord. Mais combattre une image, alors qu'on joue déjà avec une image, c'est jamais facile. C'est jamais facile. Raphaël, t'avais... Non, c'était juste pour dire que chez les anglophones, en tout cas pour mon sujet sur la littérature dite post-apocalyptique, il n'y a pas de cloisonnement chez les anglophones. Et qu'on a Doris Lessing qui a pris le Nobel de littérature, qui a fait plusieurs romans qu'on peut qualifier de post-apocalyptiques, et qui sont classés en littérature générale. Ouais, tout à fait. Mais il y a pas ce problème avec la fantasy en général. La fantasy est intégrée. Ça commence avec Jonathan Swift déjà. Le fantasy, c'est alors qu'en France, on reste descartien entre guillemets, bien sûr. Académique peut-être. Ouais, avec l'animation, c'est tout de suite un truc pour enfants, alors que pas du tout. Quoi. Bah oui, mais c'est ça, c'est dessin animé. En France, ce qui est bizarre, si je peux me permettre, c'est que finalement, on a comme au niveau littéraire, on a quand même Jules Verne qui est quand même un des précurseurs au niveau de l'imaginaire, qui a quand même. Donc ça existait, je veux dire, cette reconnaissance littéraire du genre a existé en France, et tout d'un coup, ça a disparu complètement.
Si on regarde bien, ça disparaît à la fin du 19e siècle quand toutes les structures sociales, après la défaite face à l'Allemagne, sont reprises en main par des académies. L'Académie des lettres, notamment, a genré le vocabulaire français, a remis chaque chose à sa place, et la femme au foyer, par exemple, dans la façon d'exprimer le français. Et pareil pour la littérature. Aller creuser des trous dans la terre pour voir des petits hommes verts, c'est pas intéressant. Nous, ce qu'on veut, c'est de la belle littérature pastorale. C'est Proust, etc. Ouais, et puis il y a aussi de la Deuxième Guerre, comme de la Deuxième Guerre mondiale pour la littérature imaginaire en France, qui n'est pas reconnue, qui est une littérature pendant l'entre-deux-guerres, tu as des romans, tu as des auteurs, mais passé la Deuxième Guerre mondiale, le choc que ça a eu, il y a eu aussi une colonisation des structures et des standards américains. C'est-à-dire qu'on a reconstruit une culture d'imaginaire en France par rapport à cette standardisation américaine, qui quand même avait une tendance aussi à classifier, space opéra, ce genre de choses. Et du coup, de fil en aiguille, on a reconstruit cette structure standardisée par du genre. D'où l'intérêt de revenir aux sources. Mais elle se fait au début des années 60. J'avais travaillé sur la naissance des termes Heroic Fantasy, Sword and Sorcery, enfin toutes ces appellations qui ne veulent mais strictement rien dire. Ça commence en 61, pas avant. Et ce que j'aime bien chez Howard, c'est comment est-ce qu'il qualifiait ces nouvelles. Il les qualifiait pas. My Weirds, My Yarns. Yarns, c'est un récit de marin. Donc, et je trouve ça extraordinaire parce que j'ai pas besoin de savoir que Les Clous Rouges, c'est un récit de fantasy pour qu'il fonctionne. C'est ça que je trouve extraordinaire en littérature. Pour la fantasy. Fantasy, mais en général, ouais. En SF, science fiction, ça reste. Fiction, c'est le milieu des années 50, tu vois, quand on restructure anticipation. Ouais, donc c'est 4-5 ans avant la fantasy, alors. Voilà, ouais. Au moment des mouvements de science et des machins comme ça. C'est le milieu des années 50. Mais c'est après la guerre, ouais. Voilà. Et c'était juste pour répondre à la personne, de dire qu'au 19e siècle, ce qu'on appelait littérature science-fiction comme Jules Verne est un des précurseurs, mais il n'est pas le seul. Ils sont nombreux. Que ce soit en Angleterre et en France, il y a énormément d'auteurs, et ce sont des auteurs qui n'ont pas un milieu particulier. Là, qui peuvent être journalistes, ils peuvent être romanciers classiques, qui peuvent venir de tout horizon. Simplement, cet imaginaire, moi j'appelle plutôt l'imaginaire futuriste, c'est juste ce rapport au futur. Et qu'il n'y a pas de cloisonnement au 19e, en disant, alors en Angleterre on va dire Scientific Commons, ou en France le merveilleux scientifique, il n'y a pas ce côté, voilà, c'est un mouvement un peu général, c'est pas une littérature qui est à part, cloisonnée, avec ses propres collections, avec ses propres structures, et aujourd'hui on ne s'en sort pas parce qu'on fonctionne toujours dans cet esprit qui est, nous sommes cloisonnés, nous fonctionnons sur les niches. Et je pense que l'attitude des éditeurs aujourd'hui là sur la pétition qu'ils sont en train de lancer autour de la reconnaissance des cultures de l'imaginaire, c'est pas bon, c'est pas la bonne piste. Parce que c'est juste dire, nous avons une particularité, reconnaissons-nous comme une institution, comme une structure institutionnelle. Je pense, et voilà, je suis plus dans la sensibilité de dire, Howard, mettons-le en littérature classique. Mais oui. Alors, j'ai fait un truc un peu inverse. Enfin, ça serait mon rêve idéal, hein, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais j'ai pris un léger contre-pied déjà, ça inversé, si je puis dire. Lorsque j'ai amené la collection Howard chez Brage, moi, je voulais absolument publier les récits historiques de cette croix, parce que je trouve qu'ils sont exceptionnels. Par contre, il n'y a pas l'ombre d'un sorcier, d'un gobelin, d'un machin. Personnellement, je m'en fous. Les nouvelles étaient géniales. Donc, j'en ai parlé avec Stéphane Marsan. Bon, on a publié le truc dans la collection de base. On n'a pas dit, attention, ce livre ne contient pas de fantaisie. On n'a rien du tout, hein. Il est paru chez Brage avec les autres. Et je l'ai fait paraître en 5e, donc très tôt dans la collection, parce que pour moi, c'est un ouvrage, c'était l'ouvrage dans lequel j'ai vraiment eu pas mal de tri. L'ouvrage, il est épuisé, là. Il a épuisé son tirage. Je suis bien content. Qu'il ait marqué fantaisie ou pas, franchement, c'est le cahier de mes soucis, quoi. Voilà, quand j'étais petit, j'aimais bien les histoires de fantômes. Maintenant, si un fantôme, c'est bien. Si on n'a pas, ce que je veux, c'est un bon bouquin. Je pense qu'on est tous pareils, hein, là-dessus. D'autres questions? Je sais pas si j'ai le temps, d'ailleurs. Oh, si. Alors, vous avez le temps. N'hésitez pas. Oui. Je voulais savoir, actuellement, il en est où, Conan, enfin, le personnage littéraire de Conan, en est où dans ce qu'on disait, justement, le cloisonnement, en fait, littéraire? Est-ce qu'il est toujours, justement, encore très attaché à ce compartimentage finalement entre fantasy, ou est-ce qu'il arrive à sortir Alors, ça prend du temps, mais c'est en train de se décompartimentaliser. Ça prend du temps. Pourquoi? Parce que
comme dans pas mal de domaines, il y a un moment où on fait appel à des gens pour définir les fondeurs de quelque chose. Je sais pas si vous me suivez, parce que je suis pas encore très clair. Mais là, je prends les dictionnaires de la fantasy, l'heroic fantasy, etc. qui arrivent, donc définition du genre, etc. Depuis quelque temps, alors je dis pas ça parce que c'est moi, mais c'est à moi qu'on fait appel. Donc Universalis a fait appel à moi il y a quelques années. Faites-moi une biographie sur Howard. Bon, j'ai fait une biographie en 3000 signes, c'était pas non plus énorme, mais c'est moi qui l'ai amené. Donc automatiquement, je vais y amener ma sensibilité, et le fait de vouloir dégenrer tout ça, le fait de le décloisonner, le fait de quitter le Conan, le prince des machos à 100 ans. Et ça, je pense que, alors moi, ma façon de le faire, elle est, comme j'expliquais, par pollinisation tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, la cause, elle est gagnée dans le petit milieu de la fantaisie française, dans lequel plus personne aujourd'hui n'oserait dire Conan, ce gros bourrin qui massacre, parce que j'expliquais d'où ça venait, etc. Je l'ai répété des dizaines de fois, et que pendant 4-5 ans, dès que quelqu'un sur internet levait la main pour dire un truc, si c'était faux, je passais par derrière et puis je l'attais, j'avais pas d'autre choix. Et il y a un moment, donc, pour arriver à expliquer les choses telles qu'elles étaient, en grand renfort de citations, etc. Et pour moi, on a atteint un palier il y a 2 ans, qui correspond au moment où j'ai fait paraître chez ActuSF le guide Howard, dans lequel, pour moi, le guide Howard, pour moi, c'est la fin de quelque chose, et je l'explique dans le bouquin, hein, pour moi, je l'ai conçu, ce bouquin, comme, voilà ce qui s'est passé depuis 8-10 ans. Vous pouvez pas dire que ça n'a pas eu lieu. Voici, machin, les chiffres, les données, etc. J'essaie de rester le plus objectif, le plus froid possible, avec de la donnée brute, des éléments. Voilà, vous pouvez vous en servir. Et maintenant, il faut qu'on passe à autre chose. Et autre chose, c'est, j'aimerais bien qu'on arrive à l'inclure dans une littérature, en tout cas déjà plus de reconnaissance, et éventuellement plus tard une littérature dans laquelle il n'y a pas marqué étiquette fantasy, gros barbare bourrin ou ce genre de choses. Donc, mais c'est un processus qui est en cours. On n'y est pas encore. Parce qu'aujourd'hui, Tolkien, c'est l'auteur du Seigneur des Anneaux, et Howard, c'est le papa de Conan. Donc voilà, donc c'est un travail qui prendra du temps. La chance que j'ai, c'est que le film avec Arnold ne se fera pas. Wow. Bonne nouvelle, parce que à lui tout seul, il aurait foutu en l'air 20 ans d'efforts. À lui tout seul. Donc voilà, c'était le jour où j'ai appris que ça se ferait pas. Je l'ai su en janvier. J'ai repris des moules, hein, comme il aurait dit Jean-Pierre Desfoches. Comment? Oui, disons que j'avais certains éléments d'information qui font que j'ai jamais cru à cette histoire déjà à la base, mais que c'est quand même un sacré soulagement. Alors, j'en veux pas du tout à Monsieur Schwarzenegger, hein, il restera toujours pour moi l'acteur du premier Terminator, le seul, et c'est tout. Et plus quelques films drôles à côté, mais c'est tout sauf Conan, quoi. Et donc voilà, moi quand je vois qu'il y a des fans du Seigneur, alors je me considère pas comme un fan, mais quand je vois les fans du Seigneur des Anneaux qui pestent contre Peter Jackson en criant la trahison monstrueuse où tout a été massacré, mais moi je paye si quelqu'un pouvait massacrer Howard de la sorte, le trahir de la sorte. Certes, c'est pas le bouquin de Tolkien, mais quand même, c'est fait avec respect, on est d'accord ou pas d'accord, il y a des choix qu'on peut accepter ou pas accepter, mais au moins le mec, il a porté le truc pendant des années, il était sincère, et puis il y a des millions et des millions de gens qui ont découvert le bouquin par derrière. Enfin, on peut être que fier de ce machin. Alors effectivement, ouais, c'est pas parfait, mais moi, comme je dis, hein, mais trahissez-moi Howard de la même façon et je serai content. Ouais, mais la malchance de Howard, c'est qu'il est mort avant qu'on propose un film, que Tolkien a refusé un synopsis dégueulasse avec des orques ailés et des choses comme ça qu'il a renvoyé. Ouais, mais entre-temps, il y a eu Ralph Bakshi, donc il y a eu le Bakshi, ouais. Et le Bakshi était pas aussi terrible. Mais Tolkien, avec tout le respect, il faut jamais oublier sur Tolkien que si il avait eu gain de cause, le Seigneur des Anneaux ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, puisque le succès, le véritable, au sens populaire, en millions de lecteurs du Seigneur des Anneaux, c'est 1965 aux États-Unis, parce qu'il y a un monsieur qui est capital dans l'histoire de la fantasy que pas grand monde ne connaît, qui s'appelle Don Volheim, qui est un mec qui est hyper important pour l'histoire de Howard aussi, et il a cru déceler une erreur dans les contrats d'édition américains du Seigneur des Anneaux, et il fait paraître le Seigneur des Anneaux en édition pirate aux États-Unis, en livre de poche. Et Tolkien en livre de poche, je ne veux pas être lu par ces hippies. Il était très énervé. Mais du coup, vu qu'il n'a pas pu empêcher la publication chez Volheim, il a été obligé d'autoriser une édition autorisée, donc chez Ballantine, qui a connu le succès que l'on sait et qui a installé sa postérité littéraire à la gloire immense du Seigneur des Anneaux.
En même temps que le Howard que le Conan. Pour finir de répondre à la dame, Patrice, tu disais il y a un instant, on n'y est pas encore là, au décloisonnement, mais moi qui suis à l'autre bout de la chaîne des modifications dépensées les unes après les autres, dans le civil, je tiens une boutique de jeux de plateau et voilà. Personne n'est parfait. Ben oui, ça arrive les gens très bien malheureusement. Et dans cette boutique, on vend justement le jeu de Conan fait par Monolith sur lequel tu es intervenu en tant qu'expert Conan. C'est ça. Expert S Conan, oserais-je dire. On a des joueurs qui arrivent, qui veulent tester Conan en se disant on veut tester un truc on veut tester Schwarzy en fait. Et ça c'est que une toute petite partie des joueurs qui viennent le tester. La plupart des joueurs veulent tester des scénarios d'infiltration comme ils ont lu dans les nouvelles. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est pas encore gagné. Mais donc, alors, les gens qui connaissent Conan, qui ont lu Conan et qui ont envie de jeter un jeu Conan, on n'est déjà pas sur un grand public, mais ces gens-là, c'est-à-dire le cœur vaillant des gens qui vont porter le message par la suite, sont déjà convertis. C'est et ça. La plupart ont lu le guide que tu as écrit, la plupart ont voilà. Donc en fait, je pense que la première étape elle est faite, on le voit nous comme ça, et on a ces gens-là qui sortent de nulle part, qui commencent à d'autres gens passent et qui voient un jeu Conan sur la table, dire alors vous cassez des murs, ah non là on fait de l'infiltration, c'est pas fait voir, il y a des sentiers, et les gens sont avec des yeux comme ça, et du coup hop. Je vais donner quelques chiffres. Le message va de lui-même en fait. Ouais, c'est ça. En fait, je vais donner quelques chiffres qui vont étayer ce que tu dis. C'est que lorsque Monolith m'a demandé de venir leur conseiller sur machin, je leur ai dit bon, je racontais ça plein de fois, mais non, rapidement c'était moi c'est pure Howard ou rien du tout. Donc au début c'était pure Howard, donc j'ai dit ok, je suis là. À un moment ils ont bifurqué sur autre chose, j'ai dit ok, je m'en vais. Et à la fin ils sont revenus finalement sur des pure Howard. Et ok, c'est bon, je reviens. Parce que voilà, je suis entier par rapport à cette chose-là, j'y crois vraiment. Par contre, je leur ai dit, là, en fait, vous allez payer pour que je vous fasse chier. Ouais. Parce que c'est vraiment ce que j'ai fait. Mais, ce qui a été extraordinaire dans cette campagne et dans ce jeu, c'est qu'au-delà de la partie boulot, je dirais, ou dans laquelle j'envoyais des descriptions, etc., enfin bref, le processus de création d'un jeu en amont, il y a toute une communauté qui s'est créée sur un forum qui s'appelle Trick Track, que moi je ne connaissais pas parce que je ne suis pas joueur du tout à la base, moi. Si je peux me permettre, c'est la première plateforme d'échange dans le monde du jeu de société et de plateau en France. Voilà. Et il y a un fil sur Conan qui s'est lancé, et qui est historique, qui est même hystérique, je dirais. Je sais plus combien est-ce qu'il y avait de messages, je crois que c'est le plus lourd en tout cas du site. Plus lourd, mais je crois qu'il est monté jusqu'à 4000 pages. C'est-à-dire c'est énorme. Et là-dessus, en fait, moi je suis intervenu, puis je dis voilà, coucou, moi c'est Patrice Touinet, il y en a qui me connaissaient, la plupart ne me connaissaient pas, parce que c'est des joueurs à la base, et il dit pourquoi Conan, pourquoi machin, pourquoi il y aura pas Red Sonja, pourquoi. Et donc j'expliquais un petit peu ce que j'ai fait, et ces réflexions d'ailleurs on nourrit en fait le guide Howard en amont, et ce qui fait que les gens, plus ça allait, plus ils étaient limite encore plus puristes par rapport à l'œuvre originale que moi je pouvais l'être. Ça veut dire que pour avoir ce besoin d'immersion qui est spécifique aux joueurs de jeux de plateau et jeux de rôle, ils sont tous allés acheter les bouquins, enfin tous, un très gros paquet, ils sont allés acheter les bouquins. Il y a un épisode que je trouve absolument extraordinaire sur la campagne Kickstarter, c'est un moment Monolith, le succès, donc la campagne a fait 3,5 millions $, enfin c'est un truc, ils étaient partis, ils espéraient faire 700 000 $ au bout d'un mois, ils sont arrivés à 800 000 en 3 minutes. Donc, c'était bref, à la fin tout le monde s'est retrouvé totalement débordé et à la fin voilà, on alimentait le Kickstarter avec ce qu'on pouvait, avec les moyens du bord, parce que voilà, on n'arrivait pas à suivre, et il y a un moment Monolith balance la carte du monde de Conan qui va être incluse, et sauf que j'ai pas vu la carte et il la balance comme ça, et là ils sont pris une volée de bois vert des gens du forum Trick Track. Ils sont arrivés, c'est quoi cette carte? Ils avaient fait un t-shirt avec un machin, il y avait une sorte de t-shirt, j'ai un t-shirt dans lequel il y a marqué Louinet approved, je trouve ça absolument extraordinaire, dans lequel les gars, c'est pas comme ça, vous allez vous faire latter par Louinet, enfin, c'était super marrant. Et du coup, tous ces gens-là sont devenus étaient des joueurs, et ils sont devenus des lecteurs, mais du Howard tel que écrit par Howard. Et ça que je trouve extraordinaire, c'est qu'ils savent très bien que le jeu de plateau c'est autre chose, mais que ce matériau-là est fidèle au texte, qu'il y a des renvois sans arrêt aux nouvelles, puisqu'il y a des citations. Et j'ai demandé à Brajlon de me donner les chiffres de vente des volumes Conan entre la période du Kickstarter sur les mois de janvier-février 2015 et la même période un an auparavant. La hausse des ventes était de 200, alors je sais plus exact, mais je crois que c'est entre 230 et 270%.
comme on a un peu digressé, pour finir de répondre à l'intervention de la dame, 6 à 7 ans avant ce jeu-là, est sorti un autre jeu appelé Conan chez Edge, je crois. Ouais, chez Edge, je crois. Avec une boîte violette dégueulasse, avec une illustration à 2 roubles qui reprenait les illustrations de Frank Frazetta, qui reprenait dans l'esprit. Et en fait, c'était un jeu dans lequel on faisait de la gestion de royaumes, gestion de ressources. Enfin, les gens l'ont dégommé. Il a les avis, parmi les pires avis que tu peux trouver sur les sites de notation de jeux de société, parce que c'était pas un jeu sur lequel on casse des têtes. Parce que c'était pas ce à quoi il s'attendait. Et donc, en 6 ans, ça a changé, mais radicalement. Moi, j'ai les deux. Franchement, le premier a tous ses défauts, mais ça reste un bon jeu. Mais comme il y avait marqué Conan dessus, c'était pas ce à quoi on s'attendait. Et il y aurait pas eu ce travail sur la figure, justement, le décloisonnement de la figure de Conan de fait, je pense que le deuxième, ça aurait fait la même chose, puisque beaucoup de monde s'attendait vraiment... Est-ce qu'il y a encore des interventions, éventuellement? Ça tombe bien, parce qu'il n'y a plus de temps. C'est parfait. Merci en tout cas de votre intérêt. Merci.